Be Déter, c'est avant tout un mantra. La détermination contre le déterminisme social, la détermination face aux doutes de l'entrepreneur, la détermination face aux échecs. Be Déter, c'est aussi un cri de ralliement, celui de toute une génération d'entrepreneurs soudés, une communauté passée par les rangs des déterminés, une association qui œuvre pour l'entrepreneuriat dans les quartiers et les milieux ruraux. Une communauté qui prouve qu'il n'y a pas qu'un seul chemin vers la réussite et que toutes les victoires sont possibles. Je m'appelle Aurélie Planex et je vous propose de partir à la rencontre de ces entrepreneurs. Bienvenue dans Be Déter, un podcast proposé par Bismart et les déterminés. Ma première invitée, c'est Nivine Kajanji. Bonjour. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir. Nivine, tu es ce qu'on appelle une serial entrepreneur. Et donc, quand je me suis un peu penchée sur ton parcours, j'étais hyper impressionnée. Je me suis dit, oh là là, elle a lancé plus de 15 boîtes. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette soif d'entreprendre, en fait ? Derrière cette soif d'entreprendre, je dirais qu'il y a une soif d'apprendre. Moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup m'intéresser. Je suis très curieuse de nature. J'ai toujours voulu tester plein de trucs à la fois. Donc, c'est vrai que c'est venu de là. C'est une envie de m'éduquer avant toute chose. Et ça a toujours été ce que tu voulais faire quand tu étais petite ou tu avais d'autres rêves, d'autres professions ? Moi, c'est vrai que quand j'étais petite, j'ai toujours su que je voulais être ma propre patronne. Ça a toujours été quelque chose, je sais pas. D'ailleurs, ma mère me disait souvent, t'étais tout le temps en train de mimer le téléphone et de parler avec des clients. Et je me demandais ce que t'avais à vendre et tout. Et je vendais des poupées apparemment, donc c'était trop drôle. Mais c'est vrai que dès petite, je savais que je voulais faire. J'avais cette envie profonde de faire quelque chose de grand. T'es arrivée en France d'Allemagne à 8 ans. C'est ça. Quels sont les souvenirs que t'as de cette époque en Allemagne pour toi ? Qu'est-ce qui se raccroche à toi aujourd'hui ? Qu'est-ce que t'en retiens ? J'en retiens beaucoup de frustration, dans le sens où on est parti un peu à la hâte. Donc moi, mes parents, un de mes parents est libanais. Et lorsque donc les Allemands de ma petite bourgade ont découvert que mon père était libanais et pas italien, en fait, on a dû fermer le restaurant qu'on avait ouvert là-bas et on a dû partir en France assez précipitamment. Donc c'est vrai que j'avais eu beaucoup de frustration, beaucoup de souffrance, parce que quand je suis arrivée ici, j'avais le choc de la culture, de la langue. C'était très difficile de s'adapter, mais ça m'a aussi donné une énergie assez considérable dans les années qui ont suivi. Tu parlais pas du tout français ? Je parlais pas du tout français. Et vraiment comment ça s'est fait, l'adaptation ? Écoute, moi, j'ai toujours eu ce fil conducteur de l'éducation. Donc dès que je suis arrivée en France, la première chose que j'ai faite, c'est j'ai lu beaucoup et j'ai parlé très peu. Donc, c'est vrai que j'avais cet amour des livres. Je mangeais littéralement beaucoup, beaucoup de livres. Et mes parents, en fait, apprenaient aussi le français avec les livres d'enfants que j'avais. En même temps que toi, voilà, finalement. Exactement. Donc, c'est vrai que cette solidarité entre nous faisait que j'avais encore plus envie d'exploser ces plafonds de la culture, de la langue, qui était très difficile pour moi, parce que forcément, un accent allemand, c'est très fort. Donc, c'est vrai que les moqueries arrivent très rapidement. Moi, j'étais beaucoup pointée du doigt. C'est un peu l'allemande, et c'était très compliqué parce que je comprenais pas grand-chose. Mais c'est vrai que de la frustration peut naître une énergie motrice qui est vraiment porteuse. Tu parles de ce fil conducteur de l'éducation. Tu voulais faire d'ailleurs une grande école et finalement, tu as dû renoncer faute de moyens. C'est à ce moment-là que tu décides de te tourner vers l'entrepreneuriat ? Oui, parce que pour moi, c'est vrai que je rêvais de faire une grande école de commerce pour apprendre la vente, la négociation, parce que j'avais un peu la tchatch. Et pour moi, en fait, la seule voie qui s'offrait à moi et qui avait au moins autant d'apprentissage à me donner, c'était l'entrepreneuriat. Je me disais, si je vais sur le terrain, de toute façon, je vais apprendre. Donc, pour moi, c'était un peu évident de me dire, je vais pas prendre des études un peu par défaut, par dépit, tu vois, et je vais aller vers le chemin de l'entrepreneuriat, parce que, quitte à me casser les dents, autant me casser les dents sur le terrain. Au moins, tu seras la seule responsable, finalement. Exactement. On est toujours le seul responsable des situations qui nous arrivent. Et moi, je voulais pas subir ma situation. Ça, c'était hors de question. Donc, à 21 ans, tu crées ta première boîte. Tu peux nous raconter ça ? Oui, bien sûr. Donc, à 21 ans, pourquoi ? Parce que moi, j'avais commencé à travailler à 18 ans. Donc, j'avais enchaîné 2 boulots. Je travaillais dans une grande banque française la journée jusqu'à 18h. Et puis, à 18h30, je reprenais un shift dans une pizzeria. Donc, je faisais de la livraison. Et ça m'avait complètement fatiguée.
Et je m'étais dit, bon, ça suffit. Moi, là, j'ai 21 ans, je suis au bord du burn-out. Donc, je vais essayer de trouver un boulot où je suis tranquille. J'ai pas de pression, j'ai pas d'autorité. Vraiment, je me gère. Et c'est là où j'ai commencé à découvrir un peu les opportunités qui s'offraient à moi. Donc, c'est vrai que au début, la restauration, c'était plus facile pour moi parce que c'est un domaine que j'avais expérimenté depuis les 3 dernières années. Donc, j'avais décidé d'ouvrir un restaurant libanais. Ça te raccrochait finalement à ton histoire d'enfant. Exactement. Et mon père, il était chef cuisinier. Donc, c'est vrai que je m'étais dit, bon, c'est un peu facile, mais en même temps... C'est pas facile, la restauration, quand même. C'est vrai. Et ça, c'est très énergivore. Et j'ai commencé par ça. Et franchement, ça a été un échec cuisant. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, j'étais pas assez éduquée, encore une fois. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Et des erreurs en business, ça peut être très rapidement fatal. Donc c'est vrai que la mauvaise gestion financière, la mauvaise gestion des stocks, la mauvaise gestion des salariés, avoir un peu trop d'ambition mais sans avoir forcément l'expérience, ça peut te mener rapidement à l'échec. Et moi j'ai échoué, mais je me suis dit c'est pas grave en fait. T'as recommencé autre chose. Ouais. T'as recommencé quoi ? Mais j'ai recommencé une société de transport parce qu'à ce moment-là, donc il y avait Uber qui arrivait en France. Et je me disais, moi, je vais prendre une voiture et j'adore conduire. Je vais rouler 12 heures par jour. Et puis voilà, les 12 autres heures, je ferai autre chose. Mais au moins, je serai tranquille dans ma voiture à discuter avec des gens. Et à 23 ans, tu t'es retrouvée à avoir 100 salariés. Comment c'est possible, ça ? Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je roulais 12 heures par jour. Mais je me disais, la voiture, elle peut en rouler 24. Ouais. Donc, j'ai commencé à avoir un binôme, donc un ami à moi. Puis on tournait sur la voiture 24 heures sur 24. Puis ça fonctionnait bien, donc je me suis dit, on va prendre une deuxième voiture. Donc de 2, on est passé à 4, de 4 à 10, de 10 à 20, de 20 à 50. Et puis là, on montait à presque 100 salariés. Sauf que être toute seule et se retrouver avec 100 chauffeurs en dessous de soi, c'est vraiment... À 23 ans, on le rappelle. Ouais, à 23 ans. Mais moi, je le voyais pas du tout comme ça, en fait. J'avais pris ça comme un jeu. C'était naturel. Et... Ouais, je m'amusais, quoi. J'étais vraiment, c'était vraiment un jeu. Et ça a été 2 ans de folie. Mais je pense que si j'avais conscience des responsabilités que j'avais, de l'âge aussi que j'avais, j'aurais jamais pu faire ça. Si je m'étais mis en tête, mais t'es trop jeune, non, tu peux pas faire ça. Et puis, t'es une femme dans un monde d'hommes, et puis t'as 100 bonhommes en dessous de toi. Et non, ça aurait été impossible. Je me serais mis trop de croyances limitantes dans ma tête. Faut être un peu inconscient pour être entrepreneur. Faut être un peu fou. C'est clair. Finalement, t'as lancé une 15aine de boîtes au total. Qu'est-ce que tout ça t'a appris ? Ça m'a appris une chose très importante, c'est que il faut être persistant. Et il faut être conscient que l'entrepreneuriat, contrairement à ce qu'on peut voir aujourd'hui avec tout ce qui se passe, c'est pas si facile que ça. Atteindre, ne serait-ce qu'un revenu, c'est quelque chose qui prend du temps et qui demande beaucoup d'apprentissage. Il faut savoir, j'aime bien dire, en fait, les gens, ils ont tendance à voir ce qu'ils ont à gagner avec l'entrepreneuriat, mais ils conscientisent pas ce qu'ils ont à perdre. Les questions que devrait se poser une personne avant de se lancer, c'est quelle est ma responsabilité face à moi-même et qu'est-ce que j'ai à perdre plutôt que regarder le gain ? Parce qu'en vrai, c'est du temps que tu vas allouer, c'est de l'énergie aussi que tu vas donner, c'est beaucoup, beaucoup parfois d'argent que tu vas mettre en investissement, ne serait-ce que sur toi. Donc c'est vrai que cet investissement-là, il est vraiment important et il faut vraiment en prendre conscience. C'est un risque. C'est pas aussi facile que ce qu'on peut voir tous les jours sur les réseaux sociaux. C'est vraiment quelque chose qui demande de la résilience et de la détermination. C'est quoi justement ta vision de la détermination ? Déjà, ce qu'on peut noter, c'est que la détermination, c'est un nom féminin. Et j'aime bien ça. C'est vrai que ça me fait sourire à chaque fois parce que c'est un clin d'œil linguistique qu'on peut relever. Et moi, j'ai toujours été très déterminée. Pour moi, la détermination, c'est avoir cette fermeté, cette résolution à persévérer et à tester, à recommencer, à être toujours en mouvement. C'est toujours apprendre de son échec ou de sa réussite, parce qu'il n'y a pas que de l'échec qu'on peut tirer des enseignements, heureusement. Et d'exécuter. C'est surtout ça qui est important. C'est
comment est-ce que demain je vais me lever, avoir un état d'esprit. La détermination, c'est un état d'esprit où tu vas te lever demain matin et tu vas te dire « Ok, là, j'ai envie de me lever. Je suis dans une bonne énergie et je vais manger le monde aujourd'hui. Qu'est-ce qui va faire que ma journée va être absolument incroyable aujourd'hui ?» Et c'est pour ça, moi, que je me lève. C'est parce que j'ai cette détermination d'être optimiste et de me dire « Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais réaliser ?» Je suis allée faire un tour sur ta page LinkedIn. Et j'ai vu que tu te définissais comme une coach pour entrepreneurs indisciplinés. C'est une qualité pour toi, l'indiscipline ? La discipline, c'est une qualité. Moi, j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie, et notamment du basket. Et le basket, c'est un sport de répétition. Et c'est vrai que la répétition, ça demande de la discipline. Alors, la discipline, c'est pas, je vais me lever à 5h du matin, je vais prendre une douche froide. Moi, je le vois pas comme ça, en tout cas. La discipline, c'est comment je vais réussir à mettre en place des routines qui vont devenir un automatisme pour mon esprit, de manière à ce que je vais tous les jours faire ces petits pas qui vont me mener vers la grande réalisation. Et cette discipline-là, c'est vrai que ça commence encore une fois par l'état d'esprit et que beaucoup d'entrepreneurs ont du mal à implémenter dans leur quotidien parce qu'ils ont d'autres considérations. Ils vont avoir la charge mentale de comment je vais payer mes factures ce mois-ci, comment je vais réussir à m'occuper de mes enfants, comment je vais réussir à prendre du temps avec mon conjoint, ma conjointe. C'est vrai que c'est un peu compliqué d'avoir cette discipline quand il y a beaucoup de facteurs qui viennent perturber l'esprit. Aujourd'hui, tu es à la tête de MaBrand. Ouais. C'est un outil qui aide à créer du contenu sur la base de ta marque personnelle. L'idée, c'est de booster la visibilité de ces entrepreneurs sur les réseaux sociaux quand ils n'ont pas forcément le temps de s'en occuper, c'est ça ? C'est ça. C'est surtout aussi montrer... ça va être montrer comment on peut s'exprimer avec authenticité. Je pense que c'est quelque chose d'important. Et c'est en un sens, c'est qu'on puisse tous s'éduquer à parler d'une manière authentique. La manière dont je suis avec toi, c'est la manière dont je suis tous les jours, avec n'importe qui. Et moi, je voudrais, dans un monde idéal, et peut-être est-ce une utopie, j'aimerais que chacune puisse parler de manière libre et avec toute la pureté de sa personnalité. Et c'est pourquoi on a créé MaBrand. C'était surtout pour remettre de l'authenticité dans le contenu des personnes. Parce qu'aujourd'hui, moi, la sensation que j'en ai, c'est que parfois, c'est un peu lissé. C'est un peu... on sait qu'il y a un intérêt à écrire telle ou telle chose. Donc, on va la formuler de cette manière-là. On va toujours montrer les réussites. On ne va pas forcément montrer les échecs. Donc, c'est pour ça qu'on a créé cette chose-là. Et surtout, tous les entrepreneurs, aujourd'hui, n'ont pas forcément les moyens, que ce soit des ressources financières, des ressources de temps, d'énergie, de pouvoir s'éduquer sur tous les pans que demande l'entrepreneuriat, la comptabilité, le marketing, le commercial. Donc, si nous, on peut les soulager au niveau de leur visibilité, tant mieux. Tu dis nous parce que c'est un projet que tu as monté avec un associé. C'est plus facile d'entreprendre à deux, j'imagine. Alors oui, c'est plus facile d'entreprendre à deux, mais ça peut être aussi parfois un challenge. Moi, j'ai cofondé MaBrand avec mon mari. Donc, c'est encore plus... Ah oui, en effet, il faut que ça se passe bien. C'est ça, il faut que ça se passe bien. Mais je pense que quand on voit ça un peu comme un jeu, finalement, on prend plus de plaisir qu'autre chose. Après, ce serait mentir de dire qu'il n'y a pas des challenges et qu'il n'y a pas aussi cette ambition de porter ce projet le plus loin possible qui nous porte. Mais c'est vrai qu'à deux, c'est toujours plus facile. Sur LinkedIn, tu dis que tu te donnes 1 an pour être l'une des premières femmes entrepreneurs à être visible dans la tech et pour devenir un modèle de réussite pour les personnes sous-représentées de l'écosystème. Qu'est-ce qui te tient à cœur derrière ça ? Ce qui me tient à cœur, c'est que... Alors, c'est assez profond. Je pense qu'aujourd'hui, dans l'écosystème, il y a tout un pan d'entrepreneurs qui n'est pas suffisamment représenté. Alors que la réalité, c'est que cet écosystème-là est nourri de la diversité. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir donner non seulement un modèle de réussite de cette diversité, et surtout de pouvoir inspirer les futures générations à se dire,
cette personne-là, je réussis à voir que c'est possible et je peux m'identifier à elle. Donc, moi aussi, je peux y arriver. Ce que j'aimerais, c'est vraiment ouvrir la voie à d'autres personnes qui me ressemblent, qui pensent comme moi, qui ont cette vision de la vie que moi j'ai. Et là, je parle pas forcément que des personnes issues de la diversité, je parle vraiment de tout un écosystème et de pouvoir fièrement aussi représenter l'exemplarité dans le sens être exemplaire dans sa manière de réaliser les choses et ces choses-là, qu'on puisse se dire que c'est des grandes choses. Je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu veux dire à nos auditeurs ? Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que l'entrepreneuriat, c'est avant tout une aventure éducative. On ne sait jamais exactement où est-ce que ça nous mènera, mais ça promet toujours des leçons précieuses. Entreprendre, ça prend du temps, contrairement à ce qu'on peut entendre de nos jours. Donc, il ne faut pas se lancer n'importe comment. Il faut se former. Et avant de plonger la tête la première, il faut se poser la question cruciale. Est-ce que aujourd'hui, je suis prête à faire des sacrifices pour atteindre la réussite dans mon entreprise ? Est-ce que je suis prête aussi à travailler dur, à avoir un état d'esprit résilient pour atteindre mes objectifs ? Donc, si je devais faire une analogie, si l'entrepreneuriat était une école, alors la détermination serait sa meilleure enseignante. Et je finirai par une phrase que je dis toujours, c'est « l'avenir appartient à ceux qui exécutent ». Merci beaucoup Nivine Katanji d'avoir été l'invité de Bidéter. Bidéter, un podcast à retrouver sur toutes vos plateformes d'écoute et sur bismart.fr. Si ça vous a plu, foncez vous abonner, likez, partagez. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, vous aussi, soyez déter.